Il est 18h02, bienvenue sur CNews et sur Europe 1. Nous sommes avec Joseph Massescaron. Bonsoir Joseph. Bonsoir. Louis de Ragnel. Bonsoir Laurence. Gauthier Lebret qui vient de nous rejoindre. Laurence. Merci. Emmanuel Radzavi, grand reporter, spécialiste du Moyen-Orient. Nous sommes avec Laetitia Guinan, journaliste politique, et Patrick Martin-Jeunesse, spécialiste des questions internationales. On fait tout de suite leur point sur les derniers événements entre Israël et l'Iran. Ces frappes meurtrières en Israël, 24 morts pour le dernier bilan. Le point avec Adrien Spiteri. Évacuer les personnes âgées et les blessés était l'une des priorités des secouristes israéliens ce matin. À Petah Tikva notamment, un bâtiment a été touché par une frappe iranienne faisant plusieurs victimes. Interrogé devant le bâtiment, 7 habitants est encore sous le choc. Quand nous avons entendu les alarmes, nous sommes allés à l'abri et après quelques minutes, nous avons entendu une forte explosion et ensuite nous sommes sortis et nous avons vu tous les dégâts. Mais Petah Tikva n'a pas été la seule ville ciblée cette nuit. Les sirènes d'alerte ont retenti à Jérusalem, mais aussi à Tel Aviv, où le dôme de fer mis à rude épreuve n'a pas réussi à tout intercepter. À Haïfa aussi, les dégâts sont considérables. Shlomi a vu sa maison et sa voiture touchées par un missile. Nous avons reçu 3 alertes du commandement du front intérieur et nous sommes immédiatement entrés dans l'abri avec mes 5 enfants et le chien. J'ai fermé la porte et nous avons entendu une forte détonation. Dans le même temps, Tsahal poursuit son offensive en Iran et dit avoir détruit un tiers des lanceurs de missiles du pays. Téhéran demande à l'Europe et aux États-Unis de faire cesser les attaques de Tel Aviv. Louis de Ragnel, quel est le but d'Israël? C'est d'affaiblir le régime, de le renverser ou d'affaiblir sa capacité de nuisance militaire? Enfin, le premier objectif, c'est d'empêcher l'Iran de pouvoir se doter, d'utiliser en tout cas l'arme nucléaire. On sait bien que les endroits, les lieux de recherche et de fabrication de l'atome, d'enrichissement de l'atome, sont situés de manière extrêmement profonde. Et donc, on sait qu'Israël n'arrivera pas à atteindre, en tout cas, les lieux où sont stockés tous les éléments pour utiliser la bombe. Mais donc, ce qu'Israël fait, c'est à la fois des frappes symboliques avec des chefs militaires qui ont été neutralisés et aussi empêcher les accès à un certain nombre de sites, justement, permettant de construire la bombe. Ensuite, vous savez, une manœuvre comme ça se fait pas comme ça en un claquement de doigts. La première frappe, c'était quand même avec 200 avions de chasse et simultanément, il y avait une opération avec les forces spéciales plus des agents du Mossad qui étaient déjà infiltrés sur le territoire iranien. Et donc, en faisant ça, Israël aussi se dévoile un peu ses capacités. Donc, c'est quelque chose qui est mûrement réfléchi et forcément, c'est une manœuvre qui se fait de manière graduelle. Et Israël a pensé aujourd'hui, demain, après-demain et sans doute encore beaucoup de jours, jusque dans 2, 3, 4, 6 mois, peut-être même un an. Ce qu'on sait également, c'est que Israël ne va pas envoyer des troupes au sol. Il n'en a pas les capacités. L'Iran est un pays gigantesque et puis Israël n'a pas du tout l'intention de le faire. En revanche, Israël envoie 2 messages, à la fois un à la communauté internationale pour leur dire bon bah voilà, nous on va neutraliser un certain nombre de cibles, de personnalités et donc si la communauté internationale veut s'emparer du conflit et veut enfin éradiquer cette menace nucléaire iranienne, eh bien que les pays ne se gênent pas en tout cas pour aider à permettre une succession politique aux mollahs qui gouvernent actuellement en Iran. Et puis il y a un message aussi qui est envoyé à la population iranienne, mais c'est toujours très difficile vu de là où on est, de sonder l'état réel de la sociologie iranienne. Le message envoyé, c'est on va créer les conditions pour que vous puissiez vous soulever, pour que vous puissiez renverser le régime actuel. Voilà. Et alors ensuite, il y a une question moi que je me pose et je n'ai pas la réponse. C'est quelles sont les solutions politiques qu'imagine Israël? Est-ce que l'idée c'est de faire revenir au pouvoir le fils du Shah d'Iran? Est-ce que c'est d'imposer? Il sera notre invité demain soir. Est-ce que c'est la logique américaine qui globalement a été plutôt mauvaise depuis une trentaine d'années, qui est d'imposer la démocratie partout dans le monde? Est-ce que l'idée c'est de faire un gouvernement avec plusieurs communautés? Je ne sais pas. Et je me pose la question et j'aimerais beaucoup avoir la réponse. Emmanuel Radzavi, vous connaissez évidemment parfaitement l'Iran. Le but d'Israël n'est pas de faire tomber le régime, on est d'accord. Mais est-ce que la population, vous ne savez pas? Écoutez, je ne sais pas. De manière directe, pardon. Ben, je ne sais pas. À l'heure où nous parlons, hier, assurément, j'aurais été d'accord avec vous. Aujourd'hui, en fait, on voit quand même qu'ils sont en train de taper en fait des objectifs et ça ressemble vraiment à une accélération en fait du conflit. Le simple fait d'avoir, par exemple, bombardé la télévision publique, c'est un signal en fait extrêmement fort. Hier, c'était un bâtiment très important du ministère des Affaires étrangères iranienne, qui est un relais
essentiel de la désinformation, de la propagande iranienne, auprès des médias occidentaux via en fait le réseau des ambassades en Europe. Ça m'a été encore redit en fait ce week-end par des consultants en fait travaillant pour le département d'État américain et le FBI qui travaillent en fait là-dessus, mais y compris par quelqu'un du renseignement français. Donc aujourd'hui, moi je suis très très prudent. On a l'impression que en fait ce Bibi veut une accélération, qu'il est en train en tout cas de rentrer dans un scénario qui est un scénario d'accélération. Je ne dis pas que j'ai raison, je n'en sais rien, mais ça ressemble à ça. Il y a, écoutez, un site iranien qui est important, qui est très proche du régime, qui en général est plutôt spécialisé dans les informations en fait économiques, qui disait Internet, c'est ça? Un site internet, oui. Excusez-moi. Parce qu'il y a beaucoup de sites qui disait hier soir que les Israéliens avaient déployé en fait des commandos en fait de supplétifs, notamment paraît-il afghans. Je sais pas du tout si l'information est vraie ou pas, mais en tout cas on voit bien que l'Iran aujourd'hui est très inquiète de voir qu'il y a une poussée à l'intérieur du pays qui est très importante. J'entends une poussée israélienne, bien sûr aérienne. Tout ce que vous avez dit est très juste, Louis, mais peut-être aussi en fait sur le territoire iranien. C'est ce qui fait que j'aurais été d'accord avec vous, là encore il y a quelques heures à 100%, et que peu à peu on voit quand même que ça s'accélère. L'autre question, Emmanuel, c'est est-ce que la population iranienne peut se rebeller et peut renverser le régime? C'est la bonne question, Laurence. Écoutez, la population iranienne, je vous rappelle qu'il y a 2 ans et demi, vous savez, quand il y a eu les débuts de la révolution, Zan Zendegi Azadi, Femme, Vie, Liberté, elle est descendue dans la rue, elle pensait que les Occidentaux allaient la soutenir, et puis rien. Ce sont des milliers de gens qui ont été arrêtés, des gens qui ont disparu. Vous le rappeliez d'ailleurs très justement dans votre édito, combien de gamines qui ont été violées dans les prisons iraniennes par milliers. Donc avant que la population descende dans les rues, je sais qu'aujourd'hui sur les réseaux sociaux, on voyait des choses sur les réseaux sociaux en persan, en iranien, effectivement des gens qui appelaient à descendre, etc. Même le prince Reza Pahlavi lui-même, d'ailleurs évoquait le fait que seule la population iranienne pouvait changer son destin. Moi, de ce que j'entends, quand je téléphone et que j'échange, même par messagerie, ça devient de plus en plus difficile de les avoir au téléphone, mais par messagerie, c'est qu'ils disent oui, ok, on attend un signal fort de la communauté internationale, un signal fort des États-Unis. Dans l'ADN, je dirais politique en fait iranien, il y a toujours l'image que c'est la Maison Blanche en fait qui décide pour l'avenir en fait, pour le destin politique en fait de l'Iran. Je crois qu'ils croient plus beaucoup en la France. Ils ont beaucoup attendu de la France, mais après la poignée de main d'Emmanuel Macron à Ibrahim Raïssi, qu'on appelait le boucher de Téhéran, l'ancien président de la République iranien, si vous voulez, il y a une déception très forte, de la France. J'essaie de vous raconter ça de façon très réduite, très résumée. Bon, Laetitia, rapidement, Gauthier. Mais les deux vont de pair, effectivement. Le but des Israéliens, c'est in fine de faire tomber le régime. Et donc, ils ont une course contre la montre. Parce qu'effectivement, Donald Trump, au départ, était tout à fait à donner le feu vert. C'est pour ça que maintenant a eu lieu ces attaques. C'est-à-dire qu'il y avait 60 jours donnés par Donald Trump d'ultimatum à l'Iran. Il avait besoin qu'Israël donne un coup de fouet comme ça à l'Iran pour faire un deal. Mais aujourd'hui, on n'est pas du tout sûr. C'est peut-être en train de se décider maintenant que Donald Trump, parce que son but c'est de faire justement un accord avec l'Iran et de faire un très bon deal, évidemment d'affaiblir la force nucléaire, mais de faire un très bon deal en maintenant le régime. Alors évidemment, les Israéliens sont lancés dans une course contre la montre, évidemment pour détruire des sites stratégiques, en essayant de convaincre et de faire en sorte que la population descende, parce que seule elle. Et il y a un autre élément très important, bien sûr qu'aujourd'hui, probablement qu'il y a à peu près 80% de la population iranienne qui est contre le régime. Mais il y a un très fort esprit drapeau en Iran. C'est d'ailleurs cet esprit drapeau qui a maintenu la révolution islamique dans les premières années, parce que la révolution se serait effondrée s'il n'y avait pas eu la guerre Iran-Irak. Et donc c'est un jeu très complexe, parce que effectivement les gens majoritairement aujourd'hui, on peut le dire, même dans les régions agraires, sont contre le régime, mais en même temps ils peuvent être braqués. Et puis il y a encore une autre mais on aura le temps de tout faire, de tout dire, vous inquiétez pas. Il y a beaucoup d'ethnies en Iran dont on ne sait pas exactement ce qu'elles vont faire. Les Kurdes, les Baloutches, les Azéris, etc. Donc c'est très complexe, mais le but d'Israël maintenant, c'est d'aller le plus vite possible en convainquant les Israéliens de les suivre. On va évoquer tous ces points-là au fil de l'émission. Gauthier Lebret. Moi, je pense qu'il y avait une volonté israélienne de faire tomber le régime des mollahs. D'ailleurs, j'en veux pour preuve les informations de la presse américaine et notamment de Fox News, qui dit que c'est Trump qui s'est opposé à ce qu'ils abattent le guide suprême, Ali Khamenei. Et quand j'étais avec l'ambassadeur d'Israël en France vendredi soir en direct sur CNews, il me disait, si j'étais Ali Khamenei, j'irais me cacher très loin pour ne pas être, et c'est ce qu'il a fait, pour ne pas être visé
causées par les bombes de Tsahal. Je pense qu'à un moment donné, ils se sont questionnés de faire tomber le régime des Mollahs, même si évidemment la priorité, on l'a vu, c'est l'état-major militaire, ce sont les scientifiques et c'est évidemment toutes les installations nucléaires. Mais si l'occasion se présente, il y a fort à parier que la tentation de Benyamin Netanyahou, s'il a l'aval de Donald Trump, parce qu'on voit bien que tout ça ne s'est pas fait non plus dans le dos des Américains, ça a été avec le soutien américain, et qu'ils sont là pour intercepter les missiles iraniens quand ils tombent sur Tel Aviv ou sur plus largement sur le territoire israélien, évidemment qu'il y aura la volonté de Benyamin Netanyahou d'éradiquer les Mollahs. Allez, petite pause. On continue ce débat dans un instant. Vous aurez la parole. On se penchera sur la réalité des infrastructures nucléaires iraniennes. Est-ce qu'ils étaient vraiment au bord d'avoir cette bombe nucléaire, c'est-à-dire des missiles qui auraient pu toucher non seulement Israël, mais à peu près toute la région. Et puis on se questionnera sur le rôle des États-Unis. À tout de suite. 18h-19h, Laurence Ferrari sur CNews et Europe.